Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de votre première matinée de conférence et puis de la pause déjeuner. Je vais essayer d'enchaîner cet après-midi après le très bon niveau de ce matin. Donc là, on va parler de tout un tas de buzzwords comme Reactive Architecture et microservices. Je vais commencer par me présenter. Donc je fais tout un tas de trucs, j'essaye de développer dans le plus de langage que je peux parce que j'adore ça. J'essaye surtout de me concentrer sur les architectures orientées services. Et voilà. Donc là, c'est un retour d'expérience que je vais vous faire sur comment on a fait pour intégrer une architecture microservice, ou en tout cas le plus d'éléments possible d'une architecture microservice, chez Auchan e-commerce, et notamment dans les applications de back-office e-commerce utilisées chez Auchan. Donc pour vous situer très rapidement le contexte, donc on est parti d'une base d'applications legacy. En fait, il y avait deux applications très volumineuses et très historiques, on va dire, hein, avec beaucoup de lignes de code, notamment du PHP 3. Donc vous imaginez un peu le bonheur. Il y avait aussi beaucoup de développeurs, puisqu'on avait des équipes de 30 à 50 personnes. Il fallait continuer à faire évoluer en termes de fonctionnalités ces deux back-office, et se poser aussi la question de la pérennité qui était de plus en plus mise à mal. Et donc ça devenait évident qu'il fallait s'orienter vers une migration de ces systèmes. Donc en fait, ce talk, c'est un peu un prolongement du talk de Alexandre Salomé au Forum PHP 2015, qui a fait également un retour d'expérience, mais qui était plutôt orienté réorganisation technique. Il a expliqué un peu comment on a mis en œuvre les tests unitaires, l'intégration continue à ce moment-là. Moi, je vais vous parler plus de la partie architecture. Donc voilà la situation de laquelle on est parti. Les deux blocs colorés sont les applications qu'on avait dans notre scope qu'il fallait réécrire. Donc vous voyez qu'un peu l'architecture du e-commerce chez Auchan, c'est un ou plusieurs front office qui reposent tous sur le même middle office pour envoyer leurs commandes et récupérer leur catalogue. Et ensuite, il y avait un ou plusieurs back office. Donc nous, on avait un des back office dans notre scope d'appli. Donc ça, c'est les deux grosses applications monolithiques qu'on devait migrer. On avait un plan pour le migrer. On avait un plan issu d'un travail d'urbanisation qui avait été fait avant notre passage, bien heureusement, où on savait que ces applications possédaient beaucoup trop de responsabilités métiers dans leur scope. Les acteurs qui utilisaient l'application n'étaient pas clairs, beaucoup de monde faisait beaucoup de choses, les workflows n'étaient pas appropriés, et évidemment, les échanges entre les applications étaient devenus assez compliqués. Donc là, en termes de réécriture, bah voilà ce qu'on avait. On savait que le middle office, il avait dans ses responsabilités notamment les commandes, le catalogue et puis quelques autres. Le back office, lui, s'occupait plutôt des stocks et puis du référentiel de gestion de produits. Et donc, il y a eu un gros travail d'urbanisation avant notre passage, nous les architectes, qui est venu dégrossir le terrain pour savoir quelles étaient les responsabilités métiers qui étaient en jeu, et qui nous a beaucoup facilité le travail. Donc ça, je recommande vraiment, avant toute tentative de migration vers une architecture microservice, c'est de bien essayer de réfléchir à ces process métiers, cartographier si possible les process métiers. Ça demande un certain investissement, mais ça facilite vraiment le travail après, et on y voit beaucoup plus clair sur où on va. Donc quelques définitions. Désolé parce que je suis sûr que vous savez déjà ce que c'est, mais je sentais quand même utile de rappeler un peu les définitions de Wikipédia sur ces deux concepts-là. Donc on va parler de SOA. Le SOA, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de design pattern d'architecture dont le but est d'exposer des services réutilisables pour permettre les échanges entre applications sur le réseau. Il faut que ces services soient réutilisables au point de ne pas dépendre d'un vendeur ou d'une technologie en particulier. Les microservices, il y a plein de talks sur les microservices, donc je ne vais pas m'attarder sur les définitions. C'est presque la même chose en fait finalement. Les microservices, c'est une forme de SOA. Simplement, on vise des composants applicatifs qui sont petits. Donc petit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous, l'ordre de grandeur qu'on a choisi pour nos microservices, c'est de dire qu'en gros, un microservice, c'est forcément un composant applicatif, donc un composant de runtime qu'on va déployer, qui correspond à un domaine métier. Donc il y a eu quelques talks récemment sur le sujet, si vous suivez un peu ce genre de talk, on commence à parler de right side service. Donc en gros, je vais pas aller au point d'exposer un repository par microservice. Par contre, je vais essayer d'exposer un domaine métier cohérent. Donc ça, c'est à rapprocher du domain driven design. Puisque simplement, une fois qu'on a une bonne modélisation en domain driven design, nos responsabilités métiers sont bien découpées et découplées entre elles. Donc c'est
relativement simple de trouver nos microservices. Donc, une métrique qui vaut ce qu'elle vaut, probablement qu'on a 5 agrégats, ou moins de 5 agrégats au sens modélisation du terme qui vont se retrouver exposés. Si on commence à avoir plus que ça, c'est peut-être que notre domaine métier est déjà un petit peu trop volumineux et qu'il faut songer à le découper. Donc nous, ce que ça donne en termes de découpage, ben voilà, c'était rendu évident par le travail d'urbanisation qui a été fait en amont. C'était en gros, on va avoir un microservice par domaine métier qui avait été identifié. Donc ça, c'est vraiment les domaines métiers. Nous, en termes d'architecture, on avait aussi besoin de services plutôt orientés techniques. Donc on est venu ajouter quelques briques de microservices, notamment pour gérer la sécurité, pour gérer le portail de connexion des utilisateurs. Voilà, on est venu ajouter les briques qui nous manquaient pour avoir une architecture complète. Donc la définition suivante, c'est celle du design reactive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Reactive Manifesto qui se balade sur le web depuis quelques temps. Donc, quand on le prend comme ça un petit peu à froid, ça semble être surtout un gros agrégat de buzzwords. En fait, il faut le prendre vraiment comme une déclaration d'intention. C'est pas des guidelines d'implémentation, ça vous dit pas il faut utiliser RabbitMQ ou je ne sais quoi. C'est vraiment plutôt un aide-mémoire à avoir en tête au moment où on fait la conception de nos applications. Il faut plutôt le voir comme une cheat sheet. Donc, que nous dit le Reactive Manifesto? Il nous dit que nos applications doivent être responsives. Responsive, c'est conserver un temps de réponse constant et relativement réactif, quel que soit le moment où le service est appelé. Il faut que notre service soit résilient. Donc résilient, ça veut dire qu'il doit être tolérant à la panne. Donc il doit retrouver son temps de réponse habituel après une panne inhabituelle. Il doit être le plus résistant possible aux pannes des systèmes dont il dépend. Donc s'il y a un système derrière lui qui tombe, il ne faut pas que ça impacte grandement son propre temps de réponse. Notre système réactif, il doit être élastique. Donc élastique, c'est surtout la scalabilité. S'il y a une grosse charge, un gros trafic qui arrive sur notre service, il faut être capable, en augmentant linéairement la puissance de calcul ou la puissance mémoire dont on dispose, de supporter ce trafic sans constater de perte de temps de réponse. Et enfin, peut-être un des éléments les plus importants, c'est que notre service réactive, il doit être message-driven. Donc message-driven, ça signifie que tous les traitements de fond qui vont être supportés par notre service, plutôt que d'être pilotés par des batchs qu'on va déclencher à un instant T, etc., il faut plutôt que ça se déclenche en temps réel, au fur et à mesure où on soumet des messages à notre service. Donc là, il y a une gestion de l'asynchrone qui peut parfois être complexe à mettre en place, surtout quand on fait une technologie qui est plutôt monothreadée comme PHP. Donc tout ça, c'est ce qu'on voulait faire, on l'avait bien en tête. Il n'y avait plus qu'à commencer la migration et le découpage de nos blocs applicatifs. Donc forcément, la première question qu'on se pose, c'est par où commencer? Parce que là, on a deux applications qui sont vraiment très très volumineuses. On sait qu'on doit les réécrire. Bon, il y a un moment, il faut commencer par quelque part. Donc on s'est dit, est-ce qu'on commencerait par les microservices métiers qu'on avait identifiés? Pourquoi pas, ça semble le plus logique de commencer par le métier, sauf qu'on s'est dit à ce moment-là, attention, il y a beaucoup d'enjeux, si on commence à faire des pannes sur ces services-là, ou qu'on a des problèmes de migration, on va impacter très fortement l'activité d'Auchan. Faut faire attention aussi parce que parallèlement à ça, les développements sur le legacy ne doivent pas s'arrêter. Il y a beaucoup de projets d'évolution sur les sites e-commerce d'Auchan et il ne faut absolument pas qu'on gèle en termes de features les back-office existants. Et on savait aussi qu'on aurait besoin forcément, quand on avance sur du métier, d'impliquer les services métiers de la société. Il y a forcément beaucoup d'inertie, surtout dans des sociétés qui utilisent beaucoup de monde. Voilà, il y a des gens qui doivent valider. Il faut parfois concevoir les choses longtemps en amont. Donc ça provoque forcément beaucoup d'inertie. Et notre autre solution, c'était de commencer par les éléments plutôt techniques. Et là, on y a vu que des avantages parce qu'on s'est dit super, on est autonome, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est pas c'est pas le travail avec le métier qui va nous ralentir. Et puis en plus, ça nous empêche pas à côté d'avancer sur le cadrage des microservices métiers. Donc on s'est dit ok, go, on va commencer à faire des éléments techniques. Et en ayant notre architecture en tête, on s'est dit super, on va faire un exchange bundle. Exchange Bundle, en fait, le but c'était de nous permettre de gérer le côté message-driven des applications et donc de faire en sorte qu'une application puisse soumettre un message quelque part et qu'une autre application puisse consommer ce message et déclencher un traitement approprié.
Donc là, l'idée, en gros, c'était que chaque application intègre ce bundle dans ses dépendances Composer. Et puis ensuite, il n'y avait plus qu'à utiliser les services exposés pour envoyer des messages et recevoir des messages. Sachant qu'il y avait plusieurs backends, donc on pouvait envoyer les messages en écrivant des fichiers plats ou en écrivant ça sur du RabbitMQ. Ça gérait plusieurs choses. La seule contrainte que ça avait, c'était qu'il fallait planifier un cron. Donc tout à l'heure avec Benoît, on discutait des traitements en PHP qui devaient tourner sur plusieurs années. Donc la seule contrepartie de ça, c'était qu'on devait planifier un traitement, une tâche de fond, qui serait un listener et qui resterait à l'écoute, soit du file system, soit de la file RabbitMQ sur laquelle on postait nos messages. Bon, alors on avance un petit peu, on a fait des POC, on s'est dit super, c'est pas une bonne idée. En fait, on venait juste de mettre une surcouche à RabbitMQ ou ActiveMQ, et il n'y avait pas une plus-value suffisante. Donc on s'est bien rendu compte du côté message driven, ça marchait bien, super, c'était satisfaisant. Par contre, si on continuait à lister les critères qui étaient importants pour nous dans l'architecture, on s'est dit, est-ce que c'est élastique? Non, c'est pas vraiment élastique, parce que le seul moyen dont je disposerais pour accélérer la consommation de mes messages, entre guillemets, ce serait soit de multithreader mon traitement, et à ce moment-là, ça me fait écrire beaucoup de code en PHP pour gérer ça, soit de redéployer des crons, enfin voilà, donc, ça devenait compliqué. Donc c'était pas satisfaisant pour le côté élastique. Est-ce que c'était résilient? Pas vraiment non plus. Parce qu'il fallait monitorer le cron en tant qu'élément de lui-même. Donc si le cron tombait, il fallait pouvoir s'en rendre compte. Il fallait que le cron que le listener écrive des logs qu'on pouvait suivre de manière très précise pour savoir s'il y avait un problème ou non. Si j'avais un problème d'intégration sur un des messages, qu'est-ce que j'en faisais? Donc là, il y avait toute une politique à définir manuellement. Ce que je leur mets dans la file, ça veut dire que la file d'erreur, il faut que je la retraite 5 minutes après. Bon voilà, ça devenait compliqué. C'était pas responsive tout simplement parce qu'un listener, par définition, c'est un composant qui ne répond pas. Il continue de tourner, de faire son travail tant qu'on ne l'arrête pas volontairement. Donc on n'avait même pas trop d'idées, à part en mettant beaucoup de logs, encore une fois, en instaurant un monitoring très précis, du temps qui était mis à intégrer juste un message. Et donc ça devenait compliqué de monitorer que ce temps était constant. Même si c'était faisable, c'était beaucoup pour faire ça. Est-ce que c'était testable? De manière pas satisfaisante non plus. Simplement parce que pour tester mon intégration de messages, il fallait que j'ai le même composant, ou que j'ai accès à l'infrastructure de mon application pour me connecter à son RabbitMQ et soumettre un message, ou pour me connecter à son file system et puis soumettre un message. Donc il fallait vraiment que j'ai accès à l'environnement de runtime de mon application. Et c'était pas satisfaisant en termes de test. C'était difficile à automatiser, c'était difficile à mettre dans une CI. Bon, ça ne nous plaisait pas. Et est-ce que c'était réutilisable? Non, parce que si je voulais réutiliser mon traitement, mon listener, par exemple pour l'exposer en synchrone sur l'API HTTP, j'avais vite le problème de factorisation du code. Il fallait que je me débrouille dans mon application pour bien centraliser le code métier, et j'avais finalement juste un point d'entrée en plus à maintenir, qui était le listener. Donc la remarque qu'on s'est faite à ce moment-là, c'est quand on tient un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous, et quand on est un développeur Symfony, on a un petit peu l'impression que toutes les solutions ressemblent à des bundles. Quand j'ai un problème, je me dis, je vais trouver ou je vais pouvoir écrire un bundle qui va m'aider à le résoudre. Et c'est pas forcément vrai. Donc à ce moment-là, on a un peu pris du recul sur tout ça, sur ce qu'on avait fait, sur ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de petits composants indépendants qui doivent s'articuler dans une architecture microservice, qui doivent communiquer sur le réseau. Et parmi ces composants, il va y avoir des applications Symfony, on le sait parce qu'elles sont à nous, mais il n'y aura peut-être pas que des applications Symfony. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien vouloir remplacer le composant de gestion du stock par une appli Java. Ce serait tout à fait louable comme intention, enfin, on n'avait pas de préjugés là-dessus, pas à ce stade. Donc on s'est dit, ça veut dire que les échanges ne sont pas de la responsabilité métier de nos applications. Ce n'est pas le bon endroit pour implémenter les échanges. Donc on n'avait pas de réponse tout de suite, il fallait se recentrer plutôt sur la migration métier. Donc pour partir sur la migration métier, sans avoir les briques techniques dont on aurait eu besoin pour implémenter nos échanges, il fallait absolument reporter le problème. Et reporter le problème dans notre métier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit appliquer des design patterns, soit utiliser des éléments standardisés pour être sûr que les applications soient compatibles entre elles. Donc on a commencé par le format d'échange. Et pour le format d'échange, il y a un design pattern qui vient du monde de l'intégration, qui s'appelle le Canonical Data Model. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce terme-là.
Le Canonical Data Model, donc modèle de données canonique, je suis sûr que vous le savez traduire, c'est une représentation finalement portable et standardisée d'un objet métier. C'est quelle est la définition dans mon SI minimum d'un produit, par exemple, de manière à ce que je puisse le transporter entre les applications. Donc soit sous forme de XML ou de JSON, l'idéal étant de pouvoir le valider avec un contrat. Donc bien heureusement, dans ces formats, on dispose des XSD ou des JSON schémas, pardon, qui nous permettent de faire ce genre de validation. L'idée, c'est que chaque application qui émette ce type de données, qui émette des objets métiers, soit propriétaire et soit responsable de son modèle de données canonique. Finalement, c'est un petit peu la modélisation orientée domaine public de l'application qu'on va venir exposer sur les API. Donc pour rendre nos applications PHP propriétaires et responsables de ce modèle de données, on a commencé à les modéliser simplement sous forme de classe PHP et ensuite à utiliser les composants dont on disposait pour en faire un format serialisable. Donc là, basiquement, avec JMS Serializer, ça marche très bien, avec le Symfony Serializer aussi. Nous, on a utilisé le JMS Serializer. Donc le problème du format d'échange était résolu. On savait, pas encore comment, mais on savait avec quel format nos applications allaient communiquer. Et ensuite, on s'est posé la question du transport. Comment transporter nos données d'une application à l'autre? Donc il y avait RabbitMQ, il y a les file systems, il y a le FTP ou le SFTP, enfin voilà, il y a plein de méthodes. Donc là, on cherche un protocole qui soit parallélisable et facilement scalable, qui soit stateless, parce que ça facilite la scalabilité, qui supporte les traitements asynchrones, qui gère correctement les erreurs en ayant des codes d'erreur cohérents, et qui soit supporté nativement par PHP et Symfony. Je suis sûr que vous voyez déjà où je veux en venir. On est tombé sur HTTP. Donc HTTP, qu'est-ce que ça donne comme protocole de transport? Tout simplement, ça revient à développer une API REST qui va me permettre de communiquer avec mon application. Donc là, sur le diagramme de gauche, on a deux applications qui communiquent entre elles, une application de stock et puis l'application du référentiel produit. Si l'application de stock a besoin d'un détail sur le produit, elle va faire un get, bêtement, sur son API REST. Sur l'application référentiel produit elle-même, cette application-là, elle a aussi un client pour les utilisateurs humains, qui deviendra ensuite une application React, et donc elle a besoin d'une API locale, disons. Donc elle va aussi exposer ses propres services pour faire des posts, des deletes, des gets sur son modèle de données. Si je reprends le cas où l'application de référentiel produit et l'application stock doivent communiquer, disons que je me retrouve dans le cas où j'ai modifié un produit, mon utilisateur a modifié un produit sur mon application de référentiel, et donc l'application de référentiel elle a besoin d'envoyer la mise à jour vers les autres applications du SI. On va conserver l'exemple du stock comme exemple. L'idée c'est que je dispose aussi d'une API sur mon application de gestion de stock pour recevoir, ou en tout cas pour soumettre des événements de modification de produits. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même vachement ressemblant entre la manipulation de l'API par mon client React sur l'application référentiel produit elle-même, et la manière dont mon application de référentiel produit communique avec mon application de gestion de stock. On est grosso modo sur la même API. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cette remarque-là? C'est qu'il y a quelque chose de factorisable. Pour factoriser quelque chose dans une application Symfony, il y a un moyen qui est très pratique et qui est même fait pour ça, c'est les bundles. Donc là, on est parti un peu donc très schématiquement de la situation qui est celle-ci. On avait une application, donc un bundle applicatif, qui contenait entre autres des contrôleurs de gestion de l'API pour que je puisse développer des clients React ou faire d'autres choses avec. Et on est arrivé à ça avec l'API bundle. C'est-à-dire qu'on a déporté dans le bundle, dans l'API bundle, toutes les classes PHP, tous les éléments qui permettent de gérer l'API de mon application de référentiel produit. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce bundle, c'est un ambassadeur. C'est-à-dire que c'est lui qu'on va envoyer, que l'application de référentiel produit va envoyer dans les autres applications comme celle de gestion de stock, pour qu'elle soit capable de communiquer avec ces applications-là. Donc si on dissèque un petit peu l'architecture de ce bundle-là, on va y trouver d'abord un client HTTP qui sera hérité de Guzzle et qui permettra d'envoyer des requêtes sur les routes de l'API.
on y trouve les routes de l'API elle-même. Donc ça, c'est important, et c'était pas forcément intuitif au départ, de se dire que les routes de gestion de l'API de référentiel produit, il fallait les mettre dans un bundle réutilisable pour qu'elles puissent être exploitées par d'autres applications. Donc là, le contrôleur qui va réceptionner ce type d'événement, il se trouve aussi dans un API bundle, ce qui permettra aux autres applications d'exposer exactement les mêmes routes pour faire leur traitement adéquat. Et donc faire leur traitement adéquat, ça veut dire que je ne dois pas implémenter, alors déjà, généralement, je ne devrais pas implémenter de logique métier dans un contrôleur, mais là, je ne dois même pas implémenter, ou en tout cas zéro logique métier dans mon API bundle. Le meilleur moyen dont je dispose pour donner la main à l'application métier, à celle qui héberge le bundle, entre guillemets, c'est de soumettre un événement dans l'event dispatcher de Symfony. Donc là, mon API bundle, je vais y mettre justement l'événement qui me permettra de diffuser le fait qu'un message a été reçu sur cette API. Dans l'API bundle, je trouve évidemment le modèle de données canonique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et j'y trouve aussi, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, j'y trouve un fichier composer JSON qui me permettra ensuite de faire un repo monolithique où je versionnerai à la fois mon app bundle et mon API bundle, et ensuite je pourrai exporter avec un git subtree le repo d'API bundle qui deviendra un composant réutilisable de lui-même. Donc il y a d'autres choses qu'on peut ajouter dans l'API bundle, et on l'a fait parfois. On peut ajouter notamment des fonctionnalités techniques, par exemple des fonctionnalités de gestion du cache. Si je sais que j'ai un objet métier qui souvent voudra être mis en cache par les applications, je peux factoriser un composant de mise en cache à cet endroit-là. On a dû le faire par exemple pour des raisons de SLA. On avait un composant dans notre archi microservice dont on savait qu'il allait être fortement sollicité par le front de champ.fr. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans l'API bundle, on a inclus un composant de mise en cache des messages qu'il recevait sur un Redis ou sur un autre backend de cache. On peut mettre d'autres fonctionnalités techniques, je ne vais pas m'attarder dessus, mais notamment si on voulait faire du service location pour détecter l'endroit où les services sont publiés, où les microservices sont publiés, ce serait probablement le meilleur endroit pour le faire également. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout jamais y mettre, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est de la logique métier, puisqu'il doit passer le plus vite possible la main à l'application qui l'embarque. Ça inclut également les informations de persistance, donc même si je suis tenté de directement apposer un mapping doctrine sur mes entités d'API, c'est très probablement une très mauvaise idée pour des raisons de réutilisabilité du bundle. Donc comment ça s'utilise tout ça ? De manière assez évidente, un peu comme on utilise un bundle Symfony tous les jours. Donc ça veut dire que mon application utilisatrice qui veut recevoir les mises à jour de produits, elle va simplement devoir ajouter le bundle à ses dépendances composer, l'activer dans le kernel de Symfony et inclure ses routes. Inclure ses routes, c'est important puisque c'est ça qui va permettre d'exposer sur sa propre API les routes qui lui permettront de communiquer avec l'application de gestion des produits. Pour implémenter ces traitements métiers, donc là on est content, l'application de gestion des produits, elle va pouvoir envoyer des requêtes POST par exemple à chaque fois qu'on crée un produit. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce produit? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je crée une entrée de stock? Voilà. Donc, pour implémenter sa logique métier, il y a simplement à référencer un product listener dans le conteneur de Symfony. Donc quand je dis mettez votre code métier dans un listener, vous savez que c'est pas vrai. Un listener c'est un point d'entrée, c'est pas réutilisable en dehors de ça. Le code métier, il faut le factoriser dans des services. Mais en tout cas, on peut abonner un listener aux événements qui surviennent sur l'API. Maintenant, dans le sens inverse, dans le cas où mon application de gestion de stock, elle veut communiquer de manière synchrone avec le référentiel produit, elle n'a plus qu'à récupérer le client Guzzle qui existe dans le conteneur de Symfony par le bundle, et puis le manipuler un peu comme un repository pour accéder au référentiel produit. Donc là, si on reprend notre checklist de tout à l'heure, est-ce que notre modélisation elle est devenue élastique avec ça? On a tendance à penser que oui. Pourquoi? Parce qu'on se repose sur une appli REST qui est stateless par définition et qui donc va être facilement scalable. Alors attention, il n'y a pas que ça à faire pour que ce soit élastique. Si on se repose sur du Redis ou sur du MySQL,
il faut que ce soit mis en cluster pour pas avoir de goulot d'étranglement sur une seule base de données. Mais en tout cas, là, sur notre modèle d'échange, on se trouve avec quelque chose de beaucoup plus élastique. Est-ce que c'est résilient? On a tendance à penser que oui aussi, en tout cas de manière beaucoup plus satisfaisante, simplement parce qu'une API REST, c'est beaucoup plus facile à pinguer et à monitorer. Donc là, si j'ai une erreur, je vais pouvoir m'assurer que l'API revient, et qu'elle revient avec un temps de réponse qui est le même que celui qu'elle avait avant. C'est la même chose pour le côté responsive. Je vais pouvoir monitorer son temps de réponse dans le temps. Je soumets des appels qui sont unitaires, hein, j'envoie les produits entre guillemets un par un. Donc je sais le temps de réponse que j'ai. Je peux interroger aussi la base. Donc, enfin voilà. C'est testable beaucoup plus facilement déjà, parce que c'est une API REST, donc ça va se tester de la même manière. On peut automatiser les tests avec du BIAT ou avec des web test cases. On peut tester manuellement l'application simplement en se connectant à son interface Nelmio, parce que Nelmio vous donne une sandbox où vous pouvez envoyer des requêtes sur les API. Donc là, c'est exactement le moyen le plus simple de tester l'API, c'est d'envoyer un message via Nelmio. On peut tester avec un simple navigateur, avec Postman. Ça va se tester comme une API REST. Je n'ai pas besoin de me connecter à l'infrastructure de ma machine de prod ou de ma machine de recette pour envoyer des messages à l'API. C'est réutilisable parce que je sois en mode synchrone ou asynchrone, je vais pouvoir utiliser exactement la même API. Et surtout, il y a d'autres technologies qui vont pouvoir communiquer avec mon application sans connaître la manière dont j'ai implémenté RabbitMQ, la manière dont j'ai nommé mes routes dans RabbitMQ, enfin mes fils JMS dans RabbitMQ. Il y a simplement à connaître l'entry point de l'API et n'importe quelle technologie ou n'importe quel type d'application pourra communiquer. Sauf que là, dans la bataille, on a perdu le côté message driven. En tout cas, on ne s'est pas concentré dessus à ce stade. Donc pour résoudre ce problème, c'est là qu'on est arrivé à envisager l'ESB. Donc pourquoi l'ESB? L'ESB, parce que c'est le meilleur type de composant dont on dispose à ce jour pour intégrer une architecture orientée service, et a fortiori pour intégrer une architecture orientée microservice, tout en reflétant les process métiers de l'entreprise. Un process métier, c'est par exemple un workflow de validation, ou c'est le fait de créer une facture quand je reçois une commande. Voilà. Donc tous ces objets métiers, la facture, la commande, le produit, c'est des objets qui vont facilement pouvoir être transportés par un ESB et qu'on pourra envoyer sur nos API, des applis Symfony. Ce qu'on veut plus surtout, c'est coupler nos applications entre elles. Donc on ne veut pas référencer l'adresse, l'entry point REST d'une application dans une autre application. On ne veut pas qu'une application soit obligée de sonder le système de fichiers à un intervalle régulier pour voir s'il y a des nouveaux fichiers intégrés. On veut arrêter de planifier des crons. Voilà, toute cette logique-là, toute cette mécanique, toute cette plomberie d'intégration, on n'en veut plus en PHP. Simplement parce que PHP, c'est parfois pas la meilleure solution. Même si y a des gens qui aiment beaucoup PHP et qui aimeraient penser qu'on peut toujours s'en sortir en PHP, et ils n'ont pas tort, on a toujours un moyen de s'en sortir en PHP. Il y a parfois, c'est quand même plus compliqué de s'en sortir en PHP quand on a besoin de paralléliser des choses ou quand on a besoin de... je vais rester à paralléliser. Perdu le mot suivant. Donc ce qu'on doit attendre de l'ESB, par contre, pour qu'il soit satisfaisant dans notre infrastructure, c'est d'abord une très haute disponibilité, puisque c'est lui qui va garantir que tous les messages qui sont envoyés par une application sont bien reçus. Et donc ça veut dire que si au moment où une application a un message à envoyer, et que l'ESB est tombé à ce moment-là, potentiellement le message est perdu. Alors charge à nous d'éviter que ça arrive, déjà en assurant la haute dispo de l'ESB, et ensuite, évidemment, en se préparant au pire dans notre application, c'est-à-dire en préparant un moyen de reprise, si effectivement l'ESB n'est pas là ce jour-là. Mais en tout cas, on doit attendre de lui qu'il nous donne une très haute disponibilité, et donc il faut s'assurer aussi qu'il tourne dans un environnement clusterisé, et qu'il ait mis les moyens d'être disponible et de supporter notre charge. Il doit nous donner la garantie de delivery des messages, donc il faut que j'ai absolument confiance en lui pour que quand je lui donne un message à diffuser dans le SI, ça arrive à toutes les applications qui s'y sont abonnées. On doit attendre de lui qu'il se repose lui-même sur un middleware orienté message. Donc c'est là qu'on viendra mettre le RabbitMQ, le 0MQ. Et moi, il faut que j'évite de parler à ces protocoles-là dans mon code PHP. Par contre, je dois attendre de l'ESB que lui le fasse pour que lui puisse donner le côté asynchrone à mon architecture.
Il faut qu'il supporte évidemment les web services REST et qu'il gère correctement les codes d'erreur. Donc quand je dis gérer correctement les codes d'erreur, c'est que si mon application elle émet un code d'erreur 500, c'est qu'elle est complètement plantée, je ne pourrais rien en faire, il faut potentiellement réveiller l'astreinte. Quand mon application émet un 404, ça veut dire que peut-être que j'ai passé une commande sur un produit qui n'existait pas encore, donc je peux réessayer dans 5 minutes, et puis au bout si j'ai réessayé 3 fois et que ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, je réveille l'astreinte. Donc il faut que cette logique de supervision-là puisse exister dans l'ESB. Il doit fournir un service locator. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros, c'est un composant qui permet de paramétrer à chaud les adresses physiques des applications, simplement pour que j'ai nulle part à renseigner de la configuration sur l'emplacement physique de mes applis. Il doit fournir un routing avancé des messages, donc il doit être capable, si j'ai 2 commandes différentes et qu'il y en a une qui se destine à un entrepôt plutôt qu'un autre et que j'ai une application par entrepôt, et ben d'adresser la commande au bon entrepôt. Cette logique-là, j'en veux pas spécialement non plus dans mon application métier à moi. Et surtout, ce que je vais attendre de lui, c'est qu'il me débarrasse de tout ce qui est export de messages à des tiers, à des prestataires de gestionnaires de catalogue, des formats XML un peu bizarres pour les applications qui gèrent les entrepôts. Ça, j'en veux plus. Je veux plus avoir de cron tab avec 100 lignes dedans, un par type d'application de gestion d'entrepôt. Il faut que j'attende de mon USB qu'il communique uniquement avec mes modèles de données canoniques et qu'il génère en sortie tous les formats utiles. Donc là, chez Auchan, pour faire ça, il y avait déjà Talend ESB, et donc c'est sur celui-là qu'on est parti, puisqu'il était satisfaisant en termes de cahier des charges. Donc avant, on avait ça. On avait 2 applications, en haut mon référentiel produit et en bas mon application de stock. Et donc on avait un mode synchrone, un appel REST POST classique entre l'application produit et l'application de stock. Donc ça c'est bien pour le développement et surtout ça se prête bien pour les développeurs qui utilisent toujours d'ailleurs Docker, simplement parce qu'ils ont un conteneur par application et puis avec les Docker Links, ils peuvent lier les applications entre eux et tester immédiatement que leurs intégrations fonctionnent. Par contre, quand l'application arrive en exploitation, ça ne marche plus de la même manière. Là, on est venu mettre le composant d'intégration entre les deux. On est venu mettre Talend. Donc là, je dois attendre de Talend qui réplique exactement mon API POST, mon API REST de référentiel produit, pour recevoir les mêmes messages que si je l'avais envoyé sur un de mes API bundle, et qu'ensuite, il les diffuse de manière asynchrone et avec ses règles de routing et de gestion d'erreurs, qui puisse diffuser ces messages-là sur toutes les applications qui se sont abonnées au référentiel produit. Et donc finalement, j'ai obtenu le point qui me manquait. Alors attention, l'USB c'est pas de la magie, il ne fait pas tout à votre place, il faut lui expliquer comment il fonctionne. Dans une entreprise comme Auchan, c'est entre guillemets facile puisque l'équipe existe déjà et les compétences de gestion de l'USB existent déjà. Néanmoins, c'est un choix qui est très structurant dans l'entreprise et c'est pas adapté évidemment à toutes les organisations. Notamment dans l'équipe de développement PHP qu'il y avait chez Auchan, c'était pas une évidence de dire aux développeurs PHP, maintenant pour vos intégrations, tout va passer par l'ESB, donc il faut que vous alliez modifier du code dans l'ESB pour que vos messages arrivent correctement. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec ce qu'on a mis en place, et notamment avec les API bundle et les modèles de données canoniques, les échanges étaient devenus uniformes. Ils appelaient toujours la même API, les messages étaient toujours structurés de la même manière. Donc, en ayant atteint cette uniformité-là, ça devenait possible d'automatiser quelque chose. Donc, pour leur éviter de trop développer dans l'ESB, on a introduit le concept de bulle d'échange. Le but de la bulle d'échange, c'est de permettre à l'application d'exposer un manifeste sur la liste des objets métiers qu'elle s'attend à recevoir et la liste des objets métiers qu'elle doit produire. Ce manifeste, il est consulté par l'ESB. Ça demandait un développement spécifique dans l'ESB. Et automatiquement, en mode un petit peu auto-discovery, l'ESB va pouvoir câbler les applications entre elles pour adresser à chaque application le bon message. Donc voilà un petit peu toutes les itérations qu'on a faites pour aboutir à notre architecture microservice et réactive. Donc si on essaye de regarder en arrière et qu'on fait un bilan, le bon côté des choses, c'est qu'on a réussi à respecter l'urbanisation qui avait été définie avant notre passage.
Et donc on a réussi à découpler nos applications entre elles. À partir de maintenant, une fois que j'ai introduit tout ça, je peux remplacer mon référentiel produit par une brique totalement externe. Je sais qu'à partir du moment où l'ESB est capable de parler avec, est capable de traduire ces formats sur mon modèle de données canonique, on va pouvoir intégrer les messages dans le système d'information. On a un domaine métier qui est mieux maîtrisé, parce que, mais ça c'est les avantages des microservices, on a pu spécialiser nos composants applicatifs, donc spécialiser nos équipes de développement. Chaque équipe de développement a un scope plus restreint d'applications à suivre et de domaine métier, donc ils peuvent se spécialiser et ça arrange tout le monde. On a pu automatiser les tests des API, et surtout on a pu produire du code métier que du code métier, et se débarrasser un petit peu de toute la gestion technique, des exports de fichiers, etc. Le mauvais côté des choses, c'est forcément qu'on a introduit une complexité de l'architecture qui est beaucoup plus forte. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour un développeur qui arrive sur le même centre de service d'avoir une vision d'ensemble rapidement par rapport à ce qu'il avait avant. Avant, c'est simple, il y avait deux applications qui faisaient un petit peu la terre entière. Bon, il suffisait de descendre dans le code de l'application, il suffisait, entre guillemets, puisque c'était quand même relativement complexe, pour trouver le code qu'on devait modifier. Aujourd'hui, un développeur qui arrive, il peut plus, ou en tout cas il peut plus immédiatement, avoir une vision vraiment globale de toute l'architecture et de tous les traitements métiers qui rentrent en jeu dans les applications. Par contre, il pourra beaucoup plus rapidement se spécialiser sur un domaine, puisqu'il ne sera pas, entre guillemets, pollué par le code métier qui ne l'intéresse pas. Donc là, le corollaire de ça, c'est que dans le Satis de Auchan, on a beaucoup de packages, on a beaucoup d'API bundles et d'applications, mais ça, on ne pouvait pas vraiment l'éviter. Donc il y a des choses qui restent à faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des monorepos. En toute transparence, dans le cas d'Auchan, là, c'est pas encore fait. Il faut qu'on mette en place, la conférence de Fabien nous servira sûrement, il faut qu'on mette en place les repos monolithiques pour pouvoir gérer les API bundles dans le même repo que leurs applications responsables. Il faut qu'on exploite plus intensément la bulle d'échange, parce que c'est le développement qui est le plus récent, et donc il va falloir qu'on la mette à l'épreuve des cas réels. Il reste des choses à faire, mais qui ont déjà avancé, comme sur la propagation de l'authentification. Quand un utilisateur modifie un produit et que cette modification est diffusée dans le reste du SI via les API bundle, on aimerait savoir que c'est quand même l'utilisateur Intel qui, à l'origine, avait modifié ce produit. Donc, il y a encore des choses à faire sur les parties OAuth et tout ça, pour conserver cette information. Il reste aussi à automatiser les déploiements, alors pas sur tous les environnements, mais surtout sur la production. C'est déjà fait en partie sur les environnements intermédiaires d'intégration. Mais là, ce serait bien d'aller, avec une architecture microservice, on a beaucoup de composants à déployer, ce serait bien qu'on arrive à automatiser, et on va travailler avec l'exploitation, jusqu'à la production, pour déployer nos applis. Et ce qu'il nous reste surtout à faire, c'est évangéliser. Il y a beaucoup de monde à évangéliser à tout ça, à commencer par les développeurs, qui vont devoir changer un petit peu leur manière de travailler pour sortir de la réflexion très monolithique qui était là avant. Il faut évangéliser les exploitants pour leur expliquer pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec 40 composants applicatifs là où avant on en avait 2. Pour eux c'est pas pareil non plus. Il faut vraiment s'y mettre parce que en tant qu'architecte ou en tant que petite équipe de R&D, parfois on fait vraiment plein de trucs cool, mais notre problème, à nous tous les développeurs généralement, c'est de communiquer sur ce qu'on fait et de bien le documenter. Donc là, c'est vraiment très certainement un des plus gros chantiers, c'est de faire passer tout le monde à ce mode de fonctionnement. J'en ai fini, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour la présentation, c'était très instructif. Juste un point d'éclaircissement, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais en gros, sur les bundles d'API, ça nécessite que chaque bundle soit dupliqué dans chaque service, microservice en l'occurrence, auquel il est connecté. En gros, là, dans l'exemple, on avait 2 microservices qui échangeaient entre eux de façon bilatérale. Si on a un service qui échange avec 3 autres services, de façon bilatérale aussi, ça implique que le bundle soit dans les 3 services, quoi. Il faut qu'il soit dans les dépendances des 3 services, oui, c'est vrai. Ok, ok, merci.
Alors il y a quelque chose que je voulais préciser mais que j'ai pas fait, c'est qu'il faut faire attention à un bundle. Quand vous intégrez un bundle dans une application Symfony, ça étend vraiment les responsabilités de cette application. Si on ajoute des bundles qui font du métier, l'application qui intègre le bundle, elle est responsable aussi de ce code métier. Donc là, le fait d'avoir des bundles qui soient que techniques, ça permet de garder une responsabilité métier qui est vraiment bien centrée sur le rôle de l'application dans le SI. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, merci à tous.